Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau Mardi Cosy Cali, le cycle de webinaires à destination des professionnels de santé des soins de ville pour parler qualité des soins. Ce soir, je suis en compagnie d'Antoine. Bonsoir à tous, donc Antoine Biron, chargé de mission à Caléral Santé, et notamment sur la thématique qui nous intéresse ce soir, sur l'implication des usagers. Voilà. Et donc, Lucille Trutt, vous m'avez déjà croisé sur les autres Mardi Cosy Cali. Donc, comme l'a dit Antoine, ce soir, on va vous parler d'implication des usagers. Et donc, c'est une des thématiques qu'on a inclus dans notre parcours Découvrir et s'approprier les méthodes d'amélioration de la qualité des soins, sur lesquelles vous avez plus d'informations sur le site de Calired si vous n'y êtes pas déjà inscrit. Donc, bah, je vais vous proposer d'attaquer directement et je passe la main à Antoine. Merci Lucille pour ces propos introductifs. Donc ce qu'on a prévu avec Lucille, c'est de commencer par quelques définitions, parce qu'il nous semblait intéressant de pouvoir poser le sujet. Et la première définition que l'on souhaite partager avec vous, c'est celle qui concerne sur l'engagement. Qu'est-ce que c'est que l'engagement des usagers dans un système de santé? Et on a mis une petite phrase accroche. Pour nous, l'engagement, c'est un acte citoyen participatif afin de faire évoluer le système de santé. Et sur cette définition, il y a quand même trois grandes parties qui sont intéressantes. La première, c'est qu'est-ce que c'est que l'engagement des personnes concernées? Ça désigne toute forme d'action individuelle ou collective. Donc c'est intéressant que ça soit à la fois individuel et collectif. Et dans la suite de ce webinaire, on vous donnera quelques exemples de comment les usagers peuvent s'engager dans leurs soins et plus globalement dans le système de santé. Et l'intérêt qu'ils puissent s'engager, c'est au bénéfice de leur santé, de leur bien-être ou de leur qualité de vie. Et comme on est ici sur des actions collectives, ça permet aussi que ce soit bénéfique à ceux qui ont les mêmes maladies, les mêmes soucis qu'eux. Donc ça permet de travailler aussi avec les pairs. La deuxième partie de cette définition est assez importante puisque l'engagement des usagers ne peut fonctionner que si, au regard, on a également l'engagement des professionnels et décideurs. Donc l'engagement, en fait, il est partagé à la fois par les usagers et à la fois pour les professionnels. Et ça va permettre, pour le côté usager, que les expériences, les besoins, les préférences soient prises en compte. Mais également, pour la partie professionnelle et engagement, ça permet d'améliorer les pratiques et les organisations. Et puis, in fine, cette forme d'engagement, à la fois collective, individuelle, et l'engagement des professionnels, ça va permettre conjointement d'avoir un meilleur service rendu aux personnes concernées et à l'augmentation de leur pouvoir d'agir. Voilà. Donc, cette notion d'engagement, ça permet justement de voir la relation soignant-soigné différente pour permettre justement l'augmentation du pouvoir d'agir des patients. La deuxième définition et l'avant-dernière, parce qu'on a fait le choix de ne pas vous abreuver de définitions dans ce mardi cosy, c'est qu'est-ce que c'est que l'expérience patient? Et là aussi, on a trouvé une petite phrase accroche. C'est l'histoire de vie et l'expression du point de vue de l'usager. Et cette notion d'expérience patient, en fait, le patient, il a une connaissance des spécificités de sa pathologie, de son handicap, et de par cette connaissance, ça lui permet également de mobiliser ses ressources pour trouver des solutions afin de mieux vivre avec sa pathologie et son handicap. Et à la fois, la connaissance de ses spécificités, la mobilisation de ses ressources, c'est ce qu'on appelle le savoir expérientiel, en complémentarité du savoir des soignants, qu'on appelle le savoir académique. Donc à la fois, il y a un double, c'est un peu comme l'engagement. L'engagement, il y avait à la fois l'engagement des usagers et l'engagement des professionnels. Et dans l'expérience patient, il y a à la fois l'expérience, le savoir expérientiel des usagers et le savoir académique des professionnels. Et les deux fonctionnent ensemble et non pas en opposition. Qu'il ait ses savoirs expérientiels lui permettent d'avoir une liberté de choisir son soin puisqu'il connaît sa maladie. Le professionnel de santé va lui proposer telle ou telle thérapeutique, tel ou tel soin. Et donc, le patient, avec son savoir, va pouvoir dire, moi, je préfère plutôt ça parce que les effets secondaires, je les connais. Et je préfère plutôt avoir moins d'effets indésirables. Voilà. Donc, ça permet justement qu'il puisse choisir son soin. Ça permet qu'il soit plus à l'écoute, enfin que les soignants soient plus à l'écoute et que l'expression de ses attentes pour une prise en charge optimale. Et puis, ça permet in fine que le patient, l'usager, soit plus impliqué dans ses soins et qu'il participe de façon active à sa prise en charge. Et puis la dernière définition qu'on a souhaité vous proposer avec Lucie, c'est cette notion de patient partenaire.
Également, une petite phrase d'accroche, c'est collaborer de manière régulière avec les équipes de soins. Donc, on trouvait important d'avoir cette petite diapositive, puisque on entend souvent des termes autour de patient partenaire, patient ressources, père aidant, patient formateur, patient expert, patient chercheur. Et donc, en fait, c'est un mot générique, patient partenaire, qui peut être, qui peut avoir une déclinaison en fonction de ce que l'on souhaite faire. Donc, ce n'est plutôt sur une thématique qualité des soins, qualité et sécurité des soins et des organisations. On va plutôt parler de patient ressources. Si le patient va intervenir auprès de ses pairs, auprès d'autres patients, on va plutôt appeler ça la pérédance, donc patient pérédant. Si un patient participe aux formations initiales, formations continues, on va appeler ça un patient formateur. Et puis si le patient est intégré dans un programme de recherche, on va plutôt appeler ça un patient chercheur. Mais voilà. Mais vraiment, on parle de patient partenaire, c'est le terme générique. Et après, c'est vrai qu'il y a des patients qui aiment bien avoir leur propre déclinaison sématique, mais on gravite toujours au terme de ce terme de patient partenaire. Donc voilà les trois petites définitions qu'on a souhaité vous partager. Et là, on va vous parler du continuum de l'engagement des usagers. Alors, qu'est-ce que c'est que ce continuum? Donc en fait, le continuum de l'engagement, c'est une matrice pour se situer et agir. Et il y a les Québécois, les Canadiens sont très au fait sur l'engagement patient, l'implication, le partenariat, et ils ont développé ce qu'on appelle communément le modèle de Montréal qui a quatre niveaux. Et l'avantage du modèle du Montréal, c'est qu'il est québécois et donc francophone. Et c'est plus facile pour adapter ce modèle et le présenter aux équipes et aux usagers. Et donc, ce modèle de Montréal, il y a quatre niveaux qu'on va détailler par la suite. Et Lucille vous donnera des exemples, qu'est-ce qu'on trouve sous chaque niveau. Donc, le premier niveau, c'est l'information. Le deuxième niveau, la consultation. Le troisième, la collaboration. Et le dernier niveau, le plus élevé, qui est le partenariat. Alors, si enfin, une petite définition de ce que c'est que le modèle de Montréal. Donc, le modèle de Montréal pose comme principe de départ l'échange et le partage d'infos, tant dans la dimension individuelle et collective. Donc là, c'est le premier niveau. C'est un échange d'informations plutôt descendant des professionnels de santé vers les usagers. Le deuxième pas qui peut être accompli, c'est la consultation. Donc, on va questionner le patient, l'usager sur qu'est-ce qu'il a envie de faire, s'il a des questions, etc. Le troisième niveau est un peu plus élevé, c'est la collaboration, qui se propose encore d'aller plus loin. Et enfin, le dernier niveau, c'est le partenariat, qui enchaîne le plus souvent les trois dimensions qu'on vient d'échanger, donc l'échange et le partage, la consultation et la collaboration. Il vise plus une codécision dans l'initiative et la conduite d'un projet de santé. Alors, schématiquement, il est représenté comme ça le modèle de Montréal. Et si pour l'expliquer, on va passer plutôt sur la diapo suivante. Et donc, on retrouve la première dimension qui est la continuité de l'engagement du patient. Donc, on retrouve la colonne information, la colonne consultation, collaboration et partenariat. Et la seconde dimension, qui est de couleur rose, ce sont les activités au sein desquelles l'engagement des usagers peut être réalisé. Donc, on a les soins directs, le premier niveau de participation. Le deuxième niveau, l'organisation des services et la gouvernance dans les structures de soins. Le troisième niveau, l'élaboration d'une politique de santé. Et enfin, le quatrième niveau, l'enseignement. Et le cinquième niveau, la recherche. Et là, Lucille va nous donner des petits exemples de qu'est-ce qu'on peut trouver dans ces différents niveaux du modèle de Montréal, avec la première dimension, l'information, la consultation, la collaboration et enfin le partenariat. Alors effectivement, du coup, pour vous donner des petits exemples, on va dire pratico-pratiques de ce à quoi ça peut ressembler pour les soins de ville. Donc information, ça en général, c'est assez facile pour vous de vous projeter dedans parce que ça fait partie aussi de l'activité de tous les jours, d'informer le patient. Donc c'est voilà, c'est par exemple les affichages qu'on va pouvoir mettre en salle d'attente. Là, on a mis un exemple, le calendrier vaccinal, mais ça peut être un affichage de tout et n'importe quoi. Ça peut être aussi si vous participez à un projet de recherche, par exemple. Et c'est l'information directe, voilà, par exemple au comptoir, à la pharmacie, où on va aller expliquer au patient comment bien prendre son traitement pour qu'il il soit bien impliqué dans ses soins.
Le deuxième niveau, celui de la consultation, donc là, cette fois, c'est vraiment poser des questions au patient, mais sans que ce soit forcément en lien avec son soin du moment, on va dire. J'ai envie de dire l'exemple le plus classique, ça va être le questionnaire, pardon, de satisfaction. Ça, voilà, c'est on demande au patient euh, ce qu'il en pense, s'il y a des choses qu'il pense qui pourraient être améliorées, d'autres qui sont déjà très bien, etc. Un questionnaire de satisfaction, ça, je vais pas... Vous voyez à peu près ce que c'est. Ensuite, pour les niveaux un peu plus élaborés, donc la collaboration, cette fois, c'est on va impliquer un patient sur une partie d'un projet, ou en tout cas sur son application. Donc là, l'exemple qu'on vous a mis, c'est une enquête de quartier sur les thématiques à aborder en atelier santé. Si voilà, vous avez dans une structure de soins coordonnés qui organise des ateliers, bah, pour avoir vos thématiques de l'année prochaine, vous faites une enquête dans le quartier et là où vous impliquez du coup vos patients, c'est que finalement c'est les usagers qui sont des habitants qui eux vont aller voir les autres habitants. Et en fait, là, on voit bien l'intérêt d'impliquer pardon, des personnes qui ne sont pas forcément les soignants, parce qu'on imagine bien que les habitants du quartier ne vont pas pouvoir faire sortir les mêmes informations s'ils s'adressent à leurs voisins ou aux médecins avec qui ils ont une relation qui est forcément différente. Et le dernier niveau, le partenariat. Là, donc, comme Antoine disait, on est vraiment sur l'implication des patients dès le niveau de la décision et sur la conduite de projet. Donc, ça peut être par exemple si vous avez un projet de mettre en place un parcours de prise en charge pluriprofessionnelle pour les patients atteints de maladie de Parkinson. Bah, vous pouvez avoir un patient que vous avez identifié comme étant pertinent pour amener son expertise et sa vision des choses dans la construction de ce parcours. Bah, vous allez intégrer ce patient dès le début du groupe de travail, on va dire, sur ce parcours. Autre exemple de ce que peut être le partenariat, c'est dans votre structure de soins coordonnés, vous avez un comité de gestion et c'est avoir un patient alors, soit ça peut être un patient qui est représentant pour avoir une voix des patients dans votre comité de gestion, soit vous pouvez carrément faire un comité des usagers avec un représentant. Ça, tout dépend de votre structuration. On y reviendra un petit peu après, justement, sur comment on peut impliquer les patients. Mais voilà, il existe certaines maisons de santé ou d'autres structures qui ont des patients dans leur comité de gestion. Et voilà, donc on verra, c'est des choses qui se construisent, hein, ça se décide pas là comme ça du jour au lendemain avec le premier patient qu'on a en consulte le lundi matin. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent se faire et qui sont très riches quand on a le retour d'expérience des équipes concernées. Donc voilà pour les quelques exemples concrets. J'espère que ça vous Merci, plaît. Lucille. L'autre partie qu'on souhaitait avoir avec vous, c'est un peu donner des exemples de qu'est-ce qu'on entend par approche multidimensionnelle de l'engagement des usagers. Donc, on va retrouver certains éléments qu'on a développés dans le modèle de Réal et quelques exemples qu'a donné Lucille, mais ça permet de voir cet engagement usager sous une autre approche. Donc, cette approche multidimensionnelle dans lesquelles peut s'engager les usagers. Donc, il y a quatre niveaux dans lesquels les usagers peuvent s'engager. La gouvernance, comme le disait Lucille, les diagnostics, l'évaluation et la recherche, et puis la santé publique et l'accompagnement. Donc on retrouve des éléments déjà qu'on a abordés dans le modèle de Montréal. Sur la partie dimension gouvernance, c'est comment je peux impliquer plus les usagers. Donc c'est de pouvoir potentiellement qu'ils soient présents dans les gouvernances. Donc effectivement, c'est un facteur favorable à l'amélioration du service rendu aux usagers. Et pour pouvoir avoir des usagers dans la gouvernance, il y a plusieurs cas de figure qu'on en a identifié deux. C'est je veux et je souhaite modifier les statuts, et puis je ne veux ou je ne peux pas modifier les statuts, puisqu'il y a, en fonction des statuts juridiques, on peut être bridé sur ce qu'on souhaite faire. Donc on va prendre le cas le plus simple. Je veux et je souhaite modifier les statuts, donc je décide de compléter les statuts de l'organisme. Et pour ce faire, je vais insérer un article sur la présence des usagers dans l'instance délibérative ou exécutive. Voilà. Et pour ce faire, je vais organiser un appel à candidature pour justement susciter l'intérêt des usagers de venir participer
autrement à la maison de santé que venir en consultation et de participer à la gouvernance. Et là, effectivement, comme le disait Lucille, sur le modèle de L'Oréal, on est plutôt sur le niveau partenariat et non pas sur les premiers niveaux. Et le deuxième cas de figure, c'est que je ne veux pas ou je ne peux pas modifier les statuts. Et là, on va être sur un, plutôt que d'être sur un, de modifier les statuts juridiques, on va plutôt mettre à côté de la gouvernance un conseil des usagers qui va pouvoir participer à la vie de la MSP. Et donc là, je vais co-construire avec les usagers les règles de fonctionnement du conseil des usagers. Et là, on est plutôt sur la collaboration dans le niveau de Montréal. Et sur le même cas de figure, je vais organiser un appel à candidature pour susciter l'intérêt et de faire participer les usagers à la gouvernance de la structure. Et du coup, je complète parce qu'effectivement, là, on parle d'implication assez poussée sur des niveaux partenariats. Après, ça peut commencer avec le premier niveau d'information sur voilà, partager le bilan annuel si vous êtes une association, des choses comme ça. L'information, c'est déjà quand même une première étape. Et c'est voilà, informer sur la vie de la structure au-delà de informer les patients sur leurs soins. Hmm. La deuxième dimension, c'est plutôt diagnostic, donc c'est associer la population d'un territoire ou des groupes de population à un diagnostic participatif. Et là, on a plusieurs focales. Soit on fait un diagnostic général que l'on réalise à partir des données statistiques ou plus qualitatives, donc on peut demander à l'ORS, à la CPAM, des données chiffrées qui concernent le territoire, et partir de ces données chiffrées pour essayer de travailler et proposer un projet différent ou complémentaire. Et puis également, on peut faire des diagnostics participatifs. Et là, on va plutôt mesurer les attentes et les besoins d'un groupe ciblé dans le ressort territorial. Donc, on a les deux approches. Soit on récupère des données à partir de données régionales qui existent, qui sont faites par des organismes tiers, ou soit on décide de récupérer les données uniquement par les usagers qui fréquentent la MSP ou le centre de santé. La troisième dimension, donc on en a un petit peu parlé dans le modèle de Montréal, donc c'est la dimension évaluation et recherche. Donc là, c'est l'intérêt à évaluer l'action conduite du point de vue des objectifs déterminés avec les participants et à mettre des programmes de recherche potentiellement. Donc l'évaluation, ben, c'est typiquement évaluer les actions, donc évaluer le projet de la MSP du centre de soins, la qualité des prises en charge, voilà, voir si les actions qui sont proposées quotidiennement correspondent aux besoins de la population du quartier ou du territoire. Et puis également, dans une approche un peu plus recherche, l'équipe professionnelle peut participer à des projets de recherche et inclure des usagers qui font partie de la patientèle habituelle de la structure. Et donc là, on va définir l'objectif que l'on se donne et retenir le modèle le plus adapté, puisque on peut faire de la recherche-action, de la recherche clinique, de la recherche organisationnelle ou de la recherche en sciences humaines. Donc voilà, on peut mixer tout ça. Et la dernière dimension qu'on souhaitait vous proposer, c'était la dimension santé publique et accompagnement. Donc là, on est plutôt sur l'amélioration de l'état de santé de la population et du groupe de personnes concernées. Donc soit on fait des actions de santé publique. Donc comme le disait Lucille, on va informer le public sur les dépistages, la vaccination, le recours au système de santé, l'hôpital le plus proche, la clinique la plus proche, etc. Ou soit on va proposer des actions d'accompagnement des usagers. Donc là, c'est plutôt avec des patients de type père aidant, avec la père aidance, et c'est mettre en place des actions en faveur du renforcement des capacités des usagers, améliorer leur état de santé et leur usage du système de santé. Donc on peut faire des actions communautaires, développement de la littératie en santé, l'aller vers, le renforcement du pouvoir d'agir. Voilà, on peut faire des actions spécifiquement pour les femmes qui sont enceintes, pour les personnes âgées. Voilà, donc on peut cibler et faire des actions communautaires en fonction des pathologies, en fonction de la population. Et là, on est plutôt sur la pérédance puisque c'est des patients qui ont déjà vécu la maladie ou qui sont dans ce type de pathologie qui peuvent accompagner les autres patients pour les aider justement à identifier un peu comment ils peuvent avoir une meilleure qualité de vie avec leur pathologie ou avec leur handicap. Voilà, donc effectivement, ça c'est une autre façon de pouvoir parler de ce sujet-là, mais enfin, on a un petit peu démontré, on n'a pas fait d'exemple à chaque fois, mais cette vision-là se combine au modèle de Oui, Montréal qu'on vous a expliqué avant, et en fait, sur chacune des dimensions, on peut appliquer chacun des niveaux du modèle de Montréal.
Donc là, voilà, vous avez deux façons de réfléchir à la chose et il faut se dire qu'elles se multiplient entre elles. Et sur chacune des dimensions, on peut choisir son niveau d'implication des usagers à chaque fois. Donc là, normalement, ça vous donne quand même déjà pas mal de pistes sur toutes les façons dont on peut impliquer les patients et les usagers dans son activité et dans les soins. Et puis, il n'y a pas de mauvaise implication, en fait. C'est pas le niveau 4 de Montréal qui est le partenariat qui est le meilleur que la collaboration, que la consultation ou que l'information. Tous les niveaux du modèle de Montréal ou de la dimension qu'on vient de présenter sont bien. Il n'y a pas de mauvaise application ou de bonne application. Le principal, c'est de pouvoir impliquer l'usager selon ce dont on a envie et selon les moyens également qu'on dispose au sein du centre de santé ou de la MSP. Voilà, c'est C'est vraiment ça. tout est bon à prendre avec l'usager. Il vaut mieux démarrer plus petit mais plus qualitatif que vouloir, comme je disais par exemple, vouloir prendre le premier patient qui vient pour le mettre dans son comité de gestion. Ça va pas forcément être le plus pertinent. Donc voilà, il y a pas de petits pas, il n'y a pas de choses moins intéressantes que d'autres et tout ce que vous ferez en plus, c'est toujours ça de Voilà. bien. Et puis l'application, elle va se travailler aussi avec l'usager. Donc peut-être qu'au début, vous allez commencer par un mode information, et puis rapidement, vous allez pouvoir basculer sur le mode partenariat. Mais enfin là, il n'y a pas de science infuse sur le partenariat et l'application. C'est ça, ça se construit au fil du temps avec les différents usagers et les professionnels qui sont dans la maison de santé ou la MSP. Tout à fait. Ensuite, on voulait vous parler de la mobilisation, puisque le temps est compté pour tout le monde, à la fois pour les professionnels de santé, à la fois pour les usagers, puisque les usagers ont un métier, s'ils sont retraités, ils ont plein d'activités extra retraite, et donc le temps est compté pour tout le monde. Comment on peut recueillir les données? Parce qu'on vous a dit qu'on peut faire des questionnaires, on peut faire des statistiques, enfin, on peut faire plein de choses en fait dans l'application et le partenariat. Sur les questionnaires, Lucille en a parlé, bah, il y a le basique questionnaire papier. Ce qui se développe de plus en plus, c'est des affiches dans les salles d'attente avec des QR codes et en attendant ce rendez-vous chez le professionnel de santé, ben, l'usager, le patient, il peut scanner et puis répondre à trois quatre questions. Dans ces cas-là, il faut que le questionnaire soit assez ciblé. Donc plutôt un questionnaire thématique avec 3-4 questions, puisque le temps d'attente en salle d'attente, il est assez variable. Donc faut que si le patient décide de commencer à répondre au questionnaire, il faut qu'il puisse avoir le temps d'y répondre. Donc 3-4 questions est un grand max pour pouvoir faire ça en salle d'attente. On peut faire également, donc ça prend moins de temps pour les équipes professionnelles de santé. Après, il y a d'autres méthodes complémentaires comme les rencontres individuelles collectives. Et là, par contre, bah, ça demande plus de temps parce qu'il faut être présent. Donc, si on fait des rencontres individuelles, bah, c'est très intéressant parce que le patient va pouvoir échanger beaucoup d'informations avec le professionnel qui mène l'entretien. Mais à contrario, ce qui équivaut à une rencontre égale un professionnel. Et si on veut faire plusieurs usagers, bah, il faut faire de facto plusieurs rencontres. Donc, ça peut prendre du temps. Et donc, le bon en contrario, on peut faire des rencontres collectives avec plusieurs patients, plusieurs usagers autour de un, deux professionnels de santé. Donc, il y a différents noms qui existent dans les différentes structures, des cafés santé. Donc, ça, c'est aussi intéressant parce que ça permet de gagner du temps pour tout le monde. Mais après, il y a des usagers, des patients qui sont, qui ont moins envie de raconter leur expérience quand ils sont en collectif. Donc, voilà. Donc, en fait, il n'y a pas de bonne méthode de recueil. Il faut mixer entre le questionnaire, les rencontres individuelles, les rencontres collectives, entre le temps qu'on a, ce qu'on a envie de faire, les thématiques qu'on veut explorer. Il y a des thématiques qui sont très facilement explorables par questionnaire avec trois quatre questions, mais il y en a d'autres qu'il faut prendre du temps de rencontre, d'échanger. Donc voilà. Donc en fait, il n'y a pas d'outils clés en main qui vont vous permettre de faciliter l'implication des usagers. Et donc, avec qui? Ben, c'est avec tout le monde, c'est avec les professionnels de ville, les associations du quartier, les patients qui viennent dans la structure, voilà. Donc, un petit point de vigilance dont on a commencé à parler, en fait, c'est la notion de temps principalement. Donc, le temps pour préparer le recueil, parce que le questionnaire, même s'il n'y a que trois quatre questions, il faut avoir le temps de réfléchir à ce qu'on veut poser comme question. Et puis après, il faut analyser les réponses. Si vous faites beaucoup de rencontres individuelles ou collectives, et vous allez avoir beaucoup de verbatim qu'il va falloir aussi analyser. Donc vous allez avoir autant de verbatim
que de patients interrogés. Donc après, ben, faut avoir du temps pour récolter toute cette information et l'exploiter. Et puis également, ce qui est quand même intéressant, c'est de pouvoir mettre en place des actions et puis de communiquer. Comme le disait Lucille, le premier niveau du modèle de Montréal, c'est informer les patients qui viennent en MSP, en centre de santé. Ben là, si vous faites des enquêtes, vous recueillez de l'information, ben c'est aussi la redistribuer aux usagers et aux professionnels de la MSP qui n'ont pas participé au recueil ou rencontre individuelle. Donc en fait, communiquer, c'est vraiment pour l'ensemble des personnes qui sont concernées. Donc, c'est tous les usagers et tous les professionnels qui sont dans la même structure. C'est ça. Et donc, effectivement, sur cette question de temps, ne planifiez pas, entre guillemets, que le temps de recueil, parce qu'il y a tout le Mm, reste à faire derrière. Et faut pas se faire avoir en ayant utilisé tout le temps libre qu'on avait pour faire ces rencontres et traiter les résultats de ces questionnaires, pour qu'au final, les actions d'amélioration derrière, ben, on n'ait plus le temps de pouvoir les mettre en place. mm. Et puis, c'est très frustrant pour les usagers et les professionnels qui se sont investis à répondre à des questionnaires, des rencontres individuelles ou collectives, et de ne rien voir aboutir à ça. Et en fait, l'implication des usagers fonctionnera si vous partez de petites actions et il y a un retour d'information, de communication vers les personnes qui se sont investies. Voilà. Et s'il n'y a pas ce retour de communication, eh ben, les professionnels de la structure et les usagers vont se dire, bah, c'est cool, on a participé à un questionnaire, mais en fait, ça n'a rien donné et on n'a pas vu ce qui était possible. Donc voilà, donc c'est voilà, effectivement commencer petit pour pouvoir après progresser. Et puis aussi apprendre à se connaître. C'est important Aussi. aussi d'apprendre à se connaître entre usagers qui ont leur propre notion de comment j'ai envie que je m'implique dans ma MSP et les professionnels, comment ils ont envie que les usagers s'impliquent. Voilà, donc effectivement, les premiers temps de rencontre, c'est souvent des temps d'échange et d'apprendre à se connaître. Avant de commencer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'on fait comme questionnaire et est-ce qu'on fait des rencontres? Ce qu'on trouvait également intéressant de vous parler d'indicateurs de type PREMS, parce que c'est quelque chose qui commence à se développer et qui participe justement à ce que c'est que l'expérience patient. Donc les PREMS, en traduction francophone, c'est la mesure de l'expérience qui est rapportée par les patients. Et ce qu'on met en bas à droite sur la diapositive, c'est en fait les PREM sont utilisés dans le dispositif national ISATIS, qui est utilisé en établissement de santé. Tout patient qui soit hospitalisé temps plein ou en chirurgie ambulatoire reçoit après son séjour un questionnaire dénommé ISATIS. Donc c'est pour ça aussi qu'on trouvait intéressant de vous en parler ce soir, puisque les patients que vous recevez en cabinet ont pu répondre à un moment donné au questionnaire PREMS proposé dans le cadre du dispositif national. Donc PREMS, comme je le disais, donc c'est la mesure de l'expérience rapportée par les patients, et ce sont des questionnaires. Donc là, on est vraiment sur des questionnaires pour évaluer l'expérience du patient et qu'est-ce qu'on entend sur expérience. Les thématiques qui vont être évaluées, c'est quel type d'information il a pu recevoir, la communication avec les professionnels, la coordination quand il y a eu lieu avec le cabinet médical ou paramédical et puis l'hôpital ou la clinique, l'accès aux services de santé, la compréhension des informations médicales qu'il a pu recevoir, le confort lors du parcours, notamment en clinique ou à l'hôpital, l'application de la formule, etc. Et on vous a mis à titre d'exemple, qu'est-ce que c'est que recueillir l'expérience du patient. Donc on a mis quatre exemples de formulation. J'ai été informé de l'évolution de ma maladie, donc jamais, parfois, souvent, toujours. J'ai été sollicité pour donner mon avis, mon point de vue, et j'ai reçu des médicaments pour soulager ma douleur. Et donc, sur ces questionnaires de type PREMS, on n'est pas du tout sur de la satisfaction. On va pas poser des questions avec des éléments de réponse. Je suis satisfait, moyennement satisfait, pas du tout satisfait. Donc, on est vraiment sur un autre point de vue. Donc là, on est vraiment sur la mesure de l'expérience rapportée par les patients. Et l'autre indicateur que l'on souhaitait vous présenter, c'est la mesure du résultat qui est rapporté par les patients. Et là, on est sur le PRUMS. Et donc, ce sont des outils pour évaluer les résultats perçus par le patient qui concernent son état de santé, donc les symptômes, le fonctionnement physique, psychologique et sa qualité de vie, sa capacité à accomplir certaines tâches. Donc, par exemple, de type de questionnaire en orthopédie, ça peut être avant une prothèse totale de hanche, est-ce que le patient arrive à mettre ses chaussettes tout seul? Est-ce qu'il arrive à monter les escaliers? Et
Donc, il y a l'intervention chirurgicale. Et ensuite, on va poser les mêmes questions aux patients. Est-ce que, suite à l'opération, vous arrivez à poser vos chaussettes vous-même? Est-ce que vous arrivez à monter les escaliers, à descendre de votre voiture, à monter dans votre voiture? Donc, voilà, on est vraiment sur un résultat clinique avant-après. Et donc, il y a plusieurs des questionnaires qui existent. Alors, la grande différence entre les deux, les PREMS, c'est plutôt des questionnaires qui sont construits par les professionnels d'une structure, alors que sur les résultats, la mesure des résultats, ces questionnaires sont plutôt fabriqués, élaborés par les sociétés savantes. Donc ça peut être la société savante d'ortho qui va faire ça, la société savante d'ophtalmo. Voilà, c'est vraiment des questionnaires scientifiques qui sont plutôt de type national et chaque structure peut les prendre. Donc c'est ce qu'on dit dans le paragraphe après. Ce sont plutôt des questionnaires qui sont standardisés avec les sociétés savantes. Et ça permet aux professionnels d'avoir une vision plus complète de l'impact des traitements et des interventions. Voilà, parce qu'on a le avant et après, ça permet d'avoir vraiment une évolution de la prise en compte des traitements et de l'intervention. Et là, on est vraiment sur la qualité de vie du patient et de suivre l'évolution de son état de santé. Voilà. Cela, si dans 10 ans, est-ce que la prothèse totale de hanche, 5 ans, les résultats perçus par le patient sont aussi bien que tout de suite après. Donc ça permet également de mesurer dans le temps. Et si on mesure dans le temps, ça permet également de mesurer les changements survenus avant-après et potentiellement beaucoup plus tard. Et ça permet d'évaluer l'efficacité de ces interventions du point de vue des patients. C'est Voilà. ça. Donc les proms, c'est vraiment plutôt sur le sujet, on va dire, des soins. Voilà. Et sur Et le moment de prise en charge à l'hôpital ou à la clinique ou au cabinet. voilà. Alors que les prums, c'est vraiment plutôt sur la forme Oui. qu'auront eu tous ces soins. C'est un peu voilà, le fond, Voilà. la forme, on peut dire ça. Oui, oui. Et puis c'est sur les PREMS, on est sur la longueur, parce qu'on est sur une Mm. prise en charge beaucoup plus globale. Et les PREMS, effectivement, c'est sur un moment donné la prise en charge. Ouais, Donc voilà ce qu'on vous souhaitait avec Lucille vous présenter. Et puis ben, à Calérel, on a également des ressources pour vous aider sur pour soit vous acculturer à cette notion d'expérience patient ou vous aiguiller en vous donnant des exemples. Donc on va finir ce mardi Cosy Calice sur des exemples de ressources. Donc, on va commencer par des pistes de lecture. Donc, deux pistes de lecture complémentaires. La première, c'est sur le Calibule, donc qui est le document scientifique de Cali Santé. Donc, il y en a deux qui concernent vraiment cette thématique, celui de 2021 et celui de 2023. 2021, qui était plutôt un Calibule global sur l'engagement des patients. Et le Calibule numéro 3 de 2023, qui était plutôt ciblé sur les soins primaires. c'est Voilà. Et ça. les deux sont complémentaires. C'est ça. Et tout ça, alors on vous remettra des liens ensuite, mais c'est bien évidemment sur notre site internet que vous pouvez les retrouver. Et puis tout récemment, donc en début d'année, en 2025, on a fait justement un guide structuré et faire vivre l'expérience usagée. Et ce guide, on l'a conçu pour que les trois secteurs pour lesquels on intervient, donc le secteur sanitaire, le secteur médico-social et le secteur soins de ville, puissent avoir des informations, recueillir, enfin travailler le sujet. Donc, et dedans, on retrouve les définitions des PREM, de l'expérience patient. On retrouve également le modèle de Montréal. Et puis, alors, dans le COSI qu'on a fait avec Lucille, on a ciblé sur le temps à prendre en compte un point de vigilance sur l'implication des usagers, mais dans notre guide, il y a d'autres points de vigilance en dehors du simple temps nécessaire pour travailler cette notion. Voilà, donc un guide assez complet et que chaque secteur d'activité peut facilement trouver des intérêts dedans. Ensuite, des outils un peu plus pratico-pratiques, on va dire. Donc, histoire de patient. Les BD qu'on élabore à KRL Santé depuis de nombreuses années, puisque le tome 8 va sortir d'ici la fin du mois de juin. Et le tome 8 concerne l'identité-vigilance avec une patiente qui passe de la clinique à son domicile en passant par le cabinet médical. Et donc, il y a la notion d'identité-vigilance et puis la vérification de l'identité du patient à toutes les étapes de sa prise en charge. Donc, il va sortir bientôt. C'est ça. Je ne l'ai pas encore vu. On a Ouais, hâte. on a hâte. Et puis également, on a travaillé il y a quelques années maintenant sur des affiches
que l'on a intitulé Ici, j'ai un rôle essentiel dans mes soins. Et justement qui permet aux patients et aux professionnels de voir que eh bien, ils ont un rôle, chacun a son propre rôle dans la prise en charge. Et on a fait des affiches, des dépliants et des flyers, et qu'on a décliné également en FAQ, donc facile à lire et à comprendre, qui permet justement à, même si on a des soucis de lecture ou des pathologies, enfin des troubles cognitifs qui empêchent la bonne compréhension, on a fait également ces documents en FAQ qui permettent à toute la population de bien s'imprégner du sujet. Autre outil, la méthode du patient traceur. Donc, Lucille vous a fait un mardi Cosy Cali sur ce sujet. C'est ça. C'était dans le cadre du parcours, on a déjà eu un premier webinaire sur le thème global de l'évaluation des pratiques professionnelles. Et donc, le patient traceur, c'est une de ces méthodes-là qui permet d'analyser. Alors là, on est plutôt sur de la prise en charge au long cours ou du parcours. Voilà, en impliquant les patients et en recueillant justement l'expérience qu'il a eue de ce parcours. Et puis pour cette thématique, à la fois donc le replay du webinaire, il y a des MOOC de formation, il y a des petites vidéos, Mm, et puis il y a également des affiches comme celle qu'on vous a mise à l'écran. Et puis le dernier outil et ressource, c'est qu'est-ce qui est important pour vous? Donc c'est un mouvement international avec une déclinaison francophone par nos amis belges et suisses qui permet d'engager différemment le partenariat entre les usagers et les professionnels de santé. Et pour faire en résumé, c'est qu'est-ce qui est important pour vous en dehors de votre pathologie et de votre handicap. Voilà, c'est vraiment pour savoir, en fait, c'est pour prendre en compte le patient au-delà de la simple prise en charge de sa pathologie ou de son handicap. C'est qu'est-ce qui est important pour vous de manière générale au moment où vous venez en cabinet de c'est soins de ça. ville. Voilà. Donc là, c'est un petit panel de choses qu'on vous propose déjà à Calia Santé. Bien évidemment, si vous souhaitez vous lancer dans une thématique particulière pour de l'évaluation, sur par exemple, vous voulez faire des patients traceurs et vous souhaitez être accompagné, on reste toujours bien évidemment à disposition pour vous aider à mener ces démarches-là au-delà de la mise à disposition des outils. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez mettre en place l'une ou l'autre de ces méthodes. Voilà, du coup on arrive à la fin. Alors, quand même, avant de finir, deux, trois petites Oui. questions, Antoine. Parce que c'est vrai qu'on a pas mal abordé le sujet de cette implication sous la vision, on va dire, d'une structure de soins coordonnés. Mais si finalement, moi, je suis un professionnel de santé en exercice libéral isolé, est-ce que je peux aussi mettre en place ce type de démarche? Oui, c'est pas spécifiquement, enfin, faut pas être dans un centre avec plusieurs professionnels pour y participer. Effectivement, vous pouvez en cabinet isolé proposer, enfin, essayer, enfin, oui, proposer l'implication des usagers. C'est juste cette notion de temps qui va être forcément réduite parce que vous allez être tout seul à devoir euh, réfléchir sur quoi vous voulez impliquer les usagers, proposer des questionnaires, les analyser. Effectivement, la grande différence, bah, c'est le temps qui va être, bah, si vous êtes tout seul, forcément, ça va vous prendre beaucoup plus de temps. Et puis, quand on est plusieurs, on réfléchit différemment. Enfin, voilà, c'est vraiment, alors tout est possible, mais ça prend effectivement un peu plus de temps. Mais c'est possible. Mais c'est possible, oui, tout à fait. Bon. Et deuxième question, du coup, sur l'implication des usagers, est-ce qu'il faut que j'implique tous les usagers de ma structure ou en fonction de la thématique, je peux choisir vers quelle personne je me tourne pour travailler? Ah ben, je dirais les deux. Les deux. Les deux. Ben, si vous faites un questionnaire avec un QR code en salle d'attente, ben, effectivement, ça va être toute la patientèle qui va passer par la salle d'attente, quel que soit le professionnel qui va voir par la suite, si c'est l'infirmier, le médecin ou l'ergo ou le kiné, ça sera tous les professionnels qui sont concernés. Après, si vous voulez faire des questionnaires thématiques sur la personne, sur la personne âgée, ben, effectivement, vous allez choisir les personnes âgées qui ont le moins de troubles cognitifs, qui sont plus aptes à répondre et à engager la conversation. Si sur les femmes enceintes, ben, ça sera forcément les femmes enceintes. En fait, c'est en fonction de ce que vous souhaitez faire, ben, vous allez choisir ou non les usagers qui vont participer à votre projet en interne. Ok. Mais donc, il n'y a pas de Non, il souci n'y a pas de souci, non. à vouloir sélectionner. Non. Et du coup, dernier sujet, parce qu'effectivement, on a parlé du problème du temps.
à devoir allouer à cette thématique-là. Derrière, bien évidemment, il y a la question du financement. Donc là, on ne l'a pas trop abordé, mais il y a de toute façon différentes pistes. Si vous êtes en exercice coordonné, il y a tout ce qui est accord conventionnel avec l'assurance maladie, donc AC ou ACI en fonction de la structure que vous êtes. Si jamais vous avez du mal à voir comment faire passer ça avec, on vous renvoie plutôt vers vos fédérations qui sont les interlocuteurs privilégiés pour ces questions-là. Et de toute façon, il peut y avoir des appels à projets au niveau régional, national, etc. Il peut y avoir des associations aussi qui font des appels à projets. Donc voilà, il y a quand même différentes sources pour vous aider à pouvoir dégager ce temps-là sans que ce soit tout le temps du bénévolat non plus. Voilà. Et ben du coup, on arrive à la fin de ce C'est mardi parti. Cosy Cali. J'espère que vous y avez déjà vu quelques pistes et que vous êtes motivé pour vous lancer dans un premier pas à court terme. Voilà, donc on reste disponible pour vous aider ou pour vous éclairer sur cette thématique ou bien évidemment sur les autres, on est toujours là. Et voilà, je pense qu'on peut... Oui, clôturé. Parfait. Bonne soirée à tous et à bientôt. Une bonne fin de journée.